Alors, ce ne sera pas une table ronde, mais une table un peu linéaire, mais on va s'écouter quand même les uns les autres. Et puis, pendant cette transition, ce que je vais vous proposer, moi, c'est de redescendre. Donc là, vous avez eu un discours très scientifique de la part d'un sociologue. Je vais vous proposer maintenant de redescendre le questionnement vers la pratique professionnelle et de nous demander si ce terme de handicap psychique fait écho dans la pratique professionnelle. Voilà, donc on sait qu'une loi, là on parle d'un texte de loi de 2005, une loi, il lui faut quelques temps pour pouvoir redescendre dans la pratique. Ce matin, on était dans une réunion sur la participation des personnes concernées par le travail social dans l'appareil de formation. Puis on se disait, mais finalement, la loi 2002, elle nous permet aussi de faire tout ça depuis longtemps. Et on se rend compte qu'à travers notamment les évaluations internes et surtout externes, que la loi 2002, on commence à se l'approprier. Donc il faut toujours un temps, un décalage entre la loi qui paraît et son appropriation par les professionnels et les personnes accompagnées de ce champ. Donc moi, je me suis livrée à une petite enquête. Après, je vous présenterai donc les personnes qui forment la table ronde. Bon, j'ai fait une bêtise, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez vu que je suis venue avec un petit peu de lecture parce que je me suis mise en tête de voir un peu comment on s'appropriait dans le champ du travail social ce terme de handicap psychique. Et grâce aux collègues du Centre de ressources de l'IRTS, je suis allée farfouiller dans les mémoires qui avaient été déposées depuis quelques temps pour voir si les étudiants de la formation, alors c'est très large, CAF-RUIS, CAFDES, DEIS, DEAS, DES, DESTS et CESF, s'appropriaient le terme d'handicap psychique. Donc c'est une recherche en termes d'occurrence parmi les mots-clés. C'est-à-dire quand on dépose un mémoire ici, un des critères c'est une note égale ou supérieure à 14 et bien sûr l'accord de son auteur. Donc une fois que les mémoires sont enregistrées, on peut aller faire une petite enquête et voir si le terme handicap psychique a été utilisé dans les mémoires au niveau des mots-clés. Alors voilà, donc je suis allée voir en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2010, 0. 2011, 0, donc la première année sur 11 mémoires enregistrées. 2011, 0 sur 13 mémoires enregistrées. 2012, 0 sur 30 mémoires enregistrées. Et puis ça y est, après on commence à voir en 2013 3 mémoires sur 54 enregistrées, notamment donc un travail sur adapté en ESAT, un ESAT pour favoriser le parcours d'insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. Donc là on parlait encore de troubles psychiques. Et puis aussi des mémoires qui traitent de l'autonomie. Et en 2014, un mémoire sur 25. Voilà, donc ça peut être aussi une façon, une petite enquête qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui nous donne un peu une vision de l'appropriation des travaux de recherche menés par les travailleurs sociaux avec ce terme de handicap psychique. Et par ailleurs, au niveau du prix des mémoires de l'ALEFPA, qui a été rendu il y a 15 jours, nous avons eu à lire des mémoires donc qui viennent de différentes disciplines, mais toujours ayant trait au travail social. Et là, on commence à voir l'occurrence un peu s'élever. Et sur les 7 mémoires que nous avions à lire, 3 parlaient de handicap psychique. Voilà, donc je voulais un petit peu vous donner cette vision-là pour vous donner à voir que peut-être il y a un mouvement d'appropriation et de ces mémoires reconnues par l'ALEFPA. L'un de ceux qui a obtenu le prix, Christophe Auboin, traite de la question du handicap psychique et notamment aussi de la prise en compte des compétences cognitives. Alors peut-être que conative, on n'a pas forcément l'habitude de l'utiliser, c'est la compétence à pouvoir faire des choix. Et donc vous voyez, là on va redescendre certainement dans une autre atmosphère de la journée en se disant, et le sujet lui-même. Voilà, on a entendu un discours sociologique donc qui nous parle de la catégorisation, de l'histoire, du positionnement social, du traitement social que l'on fait de la question. Et puis maintenant, je vous propose d'attaquer le problème, enfin notre problématisation plutôt, du côté du sujet, de sa compétence à donner sa part à la participation, à faire des choix, du côté donc des professionnels, des usagers et des familles aussi. Donc je vais bien me recaler au niveau du PowerPoint pour vous présenter les personnes de la table ronde. Donc vous avez le programme aussi, vous voyez qu'il nous manque un invité. Donc Madame Ribocourt, directrice du pôle santé à Beige, s'est excusée, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Par contre, nous avons Monsieur Coubel qui remplace Madame Brimant, qui était attendu, mais Monsieur Coubel était premièrement interpellé sur cette table ronde, donc qui est délégué régional de Argos 2001. Donc je vous laisserai le soin de vous présenter.
Madame Augier, qui est présidente déléguée UNAFAM Pas-de-Calais, et Monsieur Mahé, qui est responsable de la filière socio-éducative de l'EPSM de l'agglomération lilloise. Donc, merci à vous trois d'être présents. Madame Ribocourt, qui devait représenter la sphère professionnelle, hein, l'attachement du sanitaire et du social va certainement nous manquer dans ce débat. Par contre, ce que je vous propose, c'est que parmi vous, dans l'amphi, il y a certainement des personnes qui pourront en dire quelque chose. Voilà, donc je vais proposer aux uns et aux autres 10 petites minutes de présentation chacun pour avoir un temps après de débat, et surtout après, avec vous, vous allez pouvoir peut-être alimenter la part qui nous manque, c'est-à-dire les professionnels, comment réagissent-ils à cette appropriation. Donc je vais vous laisser la parole autour de différentes questions. Comment vous-même vous aimeriez définir le handicap psychique? De quoi parle-t-on finalement? Quelle modification a entraîné la loi du 11 février 2005? Est-ce que le fait de nommer maintenant handicap psychique change quelque chose dans les représentations, dans les pratiques sociales et professionnelles? Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle catégorisation sociologique? Est-ce que vous l'avez vécu en termes de nouvelle stigmatisation, ou au contraire comme une avancée scientifique qui est soulignée par cette appellation? Comment est-ce que vous pourriez nous décrire donc ce que cette appellation apporte en plus, certainement, hein, donc vous aurez à cœur de nous le dire, et peut-être aussi les limites. Voilà ce qui est attendu de vous. Je ne sais pas qui veut commencer dans la prise de parole. Allez, merci. Oui, je veux bien. Je vais essayer de répondre aux questions parce qu'elles sont nombreuses et je risque d'en oublier en cours de route. Donc, je m'appelle Annie Augier, je suis la présidente déléguée de l'association UNAFAM. UNAFAM, pour faire simple, ça veut dire Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Donc, notre priorité, c'est d'aider les familles. Les aider, c'est d'abord de les écouter. Donc, le premier contact, souvent, il se fait par téléphone. Ensuite, de donner des rendez-vous pour recevoir la famille et pouvoir l'aider au mieux et répondre à ses attentes. Et notamment, les premières attentes, c'est qu'est-ce que c'est la maladie psychique? On a dit que mon fils ou ma fille était schizophrène. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait pas ci, il fait pas ça. Est-ce que c'est normal? Je suis sa mère, donc si mon enfant est schizophrène, c'est parce que c'est de ma faute. Hein, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, parce que j'ai pas été une bonne mère. Et comment peut-on m'aider? Je voudrais voir le psychiatre, je ne peux pas. Il veut pas me recevoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas la maladie. Quelles sont les démarches aussi pour aller vers un dossier MDPH pour demander la compensation du handicap? On en parlera beaucoup parce que là encore, toute personne en situation de handicap psychique a droit, depuis la loi de 2005, à compensation de son handicap. Donc, elle a droit à avoir des revenus, elle a le droit à avoir l'allocation adulte handicapé, la reconnaissance travailleurs handicapés, mais aussi des aides dans l'accompagnement dont elle pourrait avoir besoin. Et c'est sur ce dossier MDPH, justement, qu'on va faire les demandes de services d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS, ou plus encore pour les personnes en situation de handicap psychique, le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, avec cette différence que dans le SAMSA, il y a une partie soins qu'il ne faut pas négliger parce que pour toute personne en souffrance psychique, le traitement, on en parlera encore beaucoup, le traitement ne fait pas tout. Il y a d'autres choses autour, mais le traitement fait déjà beaucoup, notamment pour amoindrir toutes les conséquences de la maladie, les hallucinations et les délires. Et que lorsqu'une personne est hospitalisée et qu'à la sortie, elle refuse de prendre son traitement, généralement, la décompensation arrive de nouveau et les réhospitalisations à répétition. Et ça, c'est dramatique parce que plus il y a de décompensation et plus le niveau personnel de la personne, en fonction de ses capacités, va baisser. Et la personne ne pourra pas retrouver le niveau qu'elle a connu avant la maladie. Alors, pour donner une définition du handicap psychique,
Moi, je reprendrai peut-être la définition que monsieur a tout à l'heure donnée, monsieur Edoliman. Au sens premier du terme, avoir un handicap, c'est avoir un désavantage. Le handicap, c'est ce qui empêche d'atteindre un objectif. Or, justement, en ce qui concerne la personne en souffrance psychique, dite handicapée psychique, la plupart du temps, ce handicap, c'est justement de ne pas avoir d'objectif. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de demande, souvent. Et c'est ça le premier handicap, pour moi, en tout cas. La personne, elle a des atouts pour faire. Elle a son intégrité physique, elle a ses capacités intellectuelles, même si elles sont en veille, mais elle les a. Il faudrait pouvoir les réveiller. C'est justement ce qui fait aussi partie de l'accompagnement et ce qui vient en plus des soins. Mais elle ne peut pas utiliser ses atouts parce que la maladie psychique les entrave. Et pour moi, c'est ça, la définition du handicap. Alors tout à l'heure, on a parlé de la loi de 2005, on a demandé si pour nous c'était une avancée ou pas. Bien sûr que pour nous, les familles, c'est une avancée, parce qu'avant la loi de 2005, la personne en souffrance psychique, elle n'était vue qu'au travers de sa maladie. Il fallait lui donner un traitement, et puis tout allait bien. Moi, j'ai une maman qui me dit, bah oui, il est paranoïaque, mon fils. Bah, c'est quand même pas compliqué, il n'y a qu'à lui donner le bon traitement, et puis il ne sera plus paranoïaque. Ah oui, si c'était aussi simple que ça, ce serait parfait. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je pense, nous, au niveau de l'UNAFAM, entre autres, on trouve que c'est pour nous une très grande avancée parce que justement, cette loi et cette définition de 2005 donnent une définition du handicap qui s'écarte de la seule vision médicale, selon laquelle seul le traitement, surtout avant 2005, mais ça peut encore exister de nos jours, le seul traitement pouvait améliorer l'état de la personne et que il n'y avait qu'à donner un traitement et puis tout allait bien. Ça n'est pas suffisant, bien entendu. Et il ne faut pas non plus considérer la personne uniquement en tant que malade ou en tant que patient. C'est une personne. Et elle a besoin d'avoir sa place dans la cité comme toute personne. Et c'est ça l'importance de la loi de 2005. Elle reconnaît aussi, cette loi, le droit à compensation. Tout ce que la personne ne peut pas faire de par sa pathologie, on doit mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour essayer de compenser au mieux. Et ça aussi, c'est très important. C'est très important pour la personne parce qu'elle a des droits. Elle est un individu avec ses droits. Et elle a ce droit à la compensation. C'est aussi très important pour nous, les familles, parce que par ce droit à compensation, on reconnaît que la famille n'est pas la seule à pouvoir apporter cette compensation. Ce que très souvent, et encore trop souvent maintenant, on considère. Ce n'est pas la peine de lui chercher un hébergement. La famille est là, elle va le prendre en charge. Bien sûr qu'on va prendre en charge notre proche qui souffre. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est lui donner de l'autonomie. Et le garder à la maison toute son existence, ça n'est pas lui donner de l'autonomie et ça n'est pas non plus lui permettre d'avoir sa place dans la société. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Alors, on a aussi parlé de stigmatisation, etc. Tout ça, ça dépend du regard de l'autre. C'est ça, la stigmatisation. Dans notre société, être dans la norme, c'est tellement important que les familles de proches atteints de troubles psychiques ne nomment pratiquement jamais la maladie dont souffrent leurs proches. On n'ose pas nommer parce que les questions des autres nous dérangent. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, ton grand de 30 ans, là ? Oh, travaille pas, à son âge. Il vit encore chez toi. Il a une copine quand même. Il fait quelque chose de sa vie. Et là, on est là, coupable, et on se sent mal à l'aise, et puis on dit, non, il est très malade, il est très dépressif, sa dépression l'empêche de travailler. On n'ose même pas nommer la maladie.
Même moi j'ai l'habitude de la nommer, j'ai l'habitude de dire les choses très clairement. Donc c'est quelquefois peut-être aussi un reproche, mais au moins, pour moi, un chat, c'est un chat. Si on a un cancer, on a un cancer. Ben, si on est schizophrène, on est schizophrène, point. Voilà. Je ne vois pas la difficulté à dire que ma fille est schizophrène. Elle l'est. Bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et même moi, je n'osais même plus le dire au niveau de mon association parce qu'on me l'a reproché, justement. On m'a dit « Oh non, tu ne devrais jamais dire que ta fille est schizophrène. » Ben si, elle est schizophrène. Elle est schizophrène, et si moi, au départ, j'avais considéré les choses d'un point de vue positif et pas seulement d'un point de vue négatif, mais j'aurais aussi mieux compris les choses, je l'aurais mieux comprise. Commençons d'abord par avoir nous-mêmes un regard bienveillant, à considérer l'autre comme une personne, et pas la considérer en fonction de l'endroit où elle se trouve. Elle est à l'hôpital, c'est un malade, c'est un patient. Elle est en ESAT, c'est un travailleur d'ESAT. Elle est pour la MDPH, c'est un usager. Il est dans un foyer, c'est un résident. Quelquefois même, on dit hébergé. J'ai même entendu ces derniers temps produit. Enfin bon, c'est une personne, je vous l'assure, je l'ai entendu. Moi, et je vais conclure là-dessus, j'ai une fille qui souffre de schizophrénie. Pendant une longue période, je ne trouvais rien à positiver. Elle me disait toujours « tu ne positives pas ». Et puis je me suis interrogée, je me suis dit « c'est vrai, elle a raison, je ne positive pas ». Mais sur quoi est-ce que je vais pouvoir positiver? C'est là la question. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je ne savais pas regarder. Je n'ai pas dit voir, hein, j'ai dit regarder. Regarder, il faut prêter attention. Et justement, sa maladie m'a donné à regarder, à voir autrement, à apprécier les bons moments, à relativiser, à relever la tête aussi. Et pas je suis coupable parce que mon enfant n'est pas comme les autres. Et alors, il est différent. Ben, tant mieux s'il est différent. Moi, j'aime bien la différence. Elle aurait pu être atteinte d'une maladie orpheline. Je verrais peut-être son état se dégrader au jour le jour. Ça l'a aidé aussi, cette façon que j'ai eue de prendre les choses en main et de regarder autrement. Ça l'a aidé à vivre avec sa maladie, à gagner de l'autonomie, même si moi je sais que cette autonomie, elle peut toujours être remise en question. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ce qui a été acquis a été acquis. Et puis ça nous permettra de repartir sur des bases qui seront différentes. Elle est, à mon sens, devenue une battante. Il y a des tas de gens, hein, et puis monsieur ne va pas me contredire, hein, il y a des tas de gens qui ont souffrent d'une maladie psychique et qui sont peintres, qui sont acteurs, qui sont musiciens, ou même qui ont de grandes responsabilités politiques. Et alors? Moi, ma fille, elle est devenue une battante. Je suis fière d'elle, très fière. Ça a été un long parcours. 12 ans. Mais c'était un parcours qui valait la peine pour elle et pour moi, parce qu'elle vit avec sa maladie, et moi, c'est ma fille, et moi, je l'aime. Bonjour, je suis Pierre Coubel, donc je suis en situation de handicap psychique pour un trouble bipolaire. J'ai passé ma vie depuis 15 ans à cacher ma maladie. C'est souvent un peu le problème de nos pathologies. J'ai maintenant 56 ans et ça fait 1 an et demi que je suis en invalidité. Donc l'invalidité, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer par rapport au regard des autres. Donc pour ma part, j'ai décidé d'aller vers le milieu associatif pour essayer d'aider d'autres personnes, dans mon cas, de faire en sorte qu'elles vivent le mieux possible leur vie. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir de jeunes personnes essayer d'agir efficacement contre leurs troubles. L'association Argos 2001 essaye de renseigner, enfin d'informer le plus possible les personnes. On fait une journée mondiale tous les 30 mars
pour essayer d'expliquer ce qui se fait en matière de recherche, et puis essayer de voir aussi le côté actif qu'on peut avoir. C'est vrai que ce qui est important, c'est que nous sommes des personnes et pas des maladies, ça c'est primordial. Et il y avait des Canadiens qui sont venus là ce week-end. C'était une troupe de théâtre. Bon, ils avaient trouvé un moyen de sortir un peu de leur état vraiment solitaire par cette troupe de théâtre. Et bon, leur devise, c'était « on n'est pas un diagnostic pour les statistiques ». Oui, ce qui est très difficile dans nos pathologies, c'est de savoir faire son coming out, quoi. C'est vrai que moi, j'ai mis des années. C'est vrai que j'ai planqué toute ma vie mon problème. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un métier où j'étais, comment dire, en dehors d'une équipe. J'étais plutôt en retrait de l'équipe. Oui, c'est ça, indépendant. Donc, j'ai réussi à gérer les choses. Maintenant, c'est pas facile. Au niveau de la France, le gros problème, c'est qu'on est beaucoup sur le médical. C'est vrai que dès qu'on parle de pathologie, on est sur le médical et on n'est pas du tout sur comment réussir à s'en sortir. C'est-à-dire comment faire en sorte de pouvoir être maître de sa vie. C'est vrai qu'en général, on nous dit, voilà, t'es malade, donc t'es foutu. Bon, nous, on voudrait vraiment partir sur ce que font les Canadiens très bien depuis 20 ans, hein, plus sur un aspect social des choses. C'est vrai qu'il faut qu'on sorte de l'hôpital et qu'on exploite plutôt nos capacités plutôt que nos faiblesses, quoi. Et surtout faire des focus là-dessus. Alors, il existe des pères aidants depuis quelques années là en France. Bon, ça n'a pas été bien vu du tout du côté des soignants, parce que bon, je veux dire, la vision des malades ne sont pas forcément celle des soignants. On a toujours été habitué en France à voir les soignants sur un piédestal. Donc bon, ça commence à venir. Et bon, c'est une expérience qui est intéressante toujours, qui arrive du Canada. Donc voilà, je peux vous faire part de ma vie. Maintenant, je ne ferai pas des discours. Madame Augier a très bien parlé du handicap. Donc bon, je serai prêt après à discuter, oui, et à répondre à vos questions. Bonjour, Didier Mahé. Donc moi je ne suis pas soignant, je suis travailleur social dans un hôpital psychiatrique et c'est pour vous dire la place difficile qu'est la mienne. Travailleur social à l'EPSM de l'agglomération lilloise, c'est-à-dire que je gère à peu près aujourd'hui entre 70 et 80 travailleurs sociaux qui sont éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, moniteurs d'ateliers, éducateurs techniques, etc. La loi de 2005, puisque c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de venir aujourd'hui, elle a effectivement permis de faire entrer dans les têtes que la folie, la maladie mentale, le trouble psychique, c'était aussi un handicap et que ce handicap-là, il avait besoin de compensation, comme l'a dit Madame Augier, et je ne vais pas revenir là-dessus. Besoin de compensation, alors que jusque-là, les gens dont on s'occupait étaient des malades, point. Je vais vous donner 2 chiffres, parce que ça parle bien. Le PSM agglomération lilloise, dans vos têtes, c'est... vous savez, quand vous faites le con dans la cour de l'école à 10 ans et on vous dit si tu continues à faire le con, tu finiras à Saint-André, c'est nous. Ou quand tu continues à faire le con et on te dit si tu continues comme ça, tu finiras à Ulysse-Trélat, ben, c'est nous aussi. Ces 2 grands hôpitaux psychiatriques. Moi, j'étais breton et on disait si tu continues de faire le con, tu finiras à l'Esvélec en Bretagne. On connaît, on a tous pareil. Saint-Venant, Armentières, etc. Notre PSM, ou l'équivalent à l'époque, c'était à la fin de la guerre 39-45, c'était entre 1300 et 1800 lits d'hospitalisation. Grosse machine. Et c'est vrai que dans cet hôpital psychiatrique, on y mettait tout le monde. C'est-à-dire que si on me retrouvait le soir dans un état alcoolisé avec des troubles du comportement pas possible, eh bien, j'allais à l'hôpital psychiatrique et je n'en ressortais pas. On a chez nous des patients qui ont été hospitalisés à cette époque-là, à l'âge de 10-12 ans. Ils ont 80 ans aujourd'hui et ils sont toujours
à l'hôpital psychiatrique. C'est vrai qu'on essaye de leur trouver des places dans la société, mais pour eux, leur société à eux, c'est un peu là, et on ne veut pas les tuer prématurément, donc on les garde avec tout le respect qu'on leur doit. En tout cas, ces 1300, 1800 lits d'hospitalisation au sortir de la guerre, c'est aujourd'hui, avec nos 70 adresses de soins, moins de 345 lits d'hospitalisation. Ça veut dire qu'on est passé du tout hospitalisation au pas hospitalisation du tout, avec une file active chez nous aujourd'hui qui est à peu près de 95,5% de gens qui sont suivis en ambulatoire et qui ne mettront jamais les pieds, et c'est très bien, à l'hôpital. Alors, les gens nous disent, et je garde dans ma tête la loi de 2005, les gens nous disent « Ouais, mais vous, en psychiatrie, vous ne voulez plus vous en occuper, ça coûte cher, vous voulez faire des économies à la sécurité sociale. » Oui, pourquoi pas. Et puis les gens, ils disent « Ouais, et puis les gens, on les laisse tranquillement refaire leur petit asile chez eux, dans leur petite maison, à empiler. » Vous savez, les gens qui empilent, on les appelle les diogènes, là, ceux qui mettent plein de choses autour d'eux. Oui, on peut dire ça. On peut dire que la ville, voilà, c'est le plus grand asile psychiatrique de France. Mais moi, je dis aussi à mes détracteurs, je dis que la ville, c'est aussi la plus grande maison de retraite de France. C'est le plus grand établissement pour personnes handicapées, physiques, sensorielles, etc. de France. Et cet effort qui a été fait, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, les unes de presse par rapport à des trisomiques 21 à qui on refusait l'entrée dans un restaurant, eh bien, cet effort qui a été fait avec ces gens-là, on ne viendrait plus à l'idée aujourd'hui de dire les trisomiques à l'hôpital psychiatrique. Enfin, tout le monde pousserait des hauts cris, et c'est tant mieux. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Eh bien, cet effort que la société, notre société, a réalisé, elle est en train de se faire tout doucement. 2005, 2016, allez, 11 ans, c'est un delta très court. Mais c'est en train de se faire. Cette déstigmatisation, ce changement de regard dont parlait ma voisine, c'est en train de tout doucement de se faire. Il faut qu'on le fasse. Bon, c'est peut-être pourquoi aujourd'hui un type comme moi, il vient ici, il revient demain d'ailleurs, pour parler de tout ça, parce que vous, les travailleurs sociaux de demain, vous allez en rencontrer des gens qui, quel que soit le métier que vous allez faire, dans quelques domaines que vous allez exercer, vous allez en rencontrer des gens qui auront une souffrance psychique, X ou Y, peu importe. Et vous allez devoir y répondre. Donc, à nous de vous accompagner dans ce changement de regard, et on est là pour ça. Donc, la loi de 2005, là-dessus, elle a quand même permis d'abord d'inscrire dans la loi le handicap psychique, ce qui n'était pas fait avant, cette compensation du handicap, et de contribuer à changer le regard là-dessus. Alors, changer le regard, il y a quelque temps, il y a eu 2-3 drames dans ce pays. Il y a eu un drame avec des aides-soignants dans un hôpital psychiatrique qui sont mortes de façon terrible. Un type à Grenoble aussi qui s'est fait poignarder de façon terrible. Et il y a eu comme ça des grands projecteurs sur la psychiatrie avec l'idée c'est de la violence, c'est du meurtre, c'est du crime, tout ça. Moi, je sais que les schizophrènes sont plus souvent victimes coupables de faits comme ça. Et quand on analyse le nombre de crimes de sang qui sont perpétrés chaque jour dans ce pays, il y en a une infime partie qui sont... Et d'ailleurs, dès qu'il y en a un, on a des caméras, on a des sous en plus, des chiens, des trucs pour regarder le bazar. Mais où il n'y a plus personne d'ailleurs. Parce que, voilà. Donc, et puis... Cette compensation du handicap, je vais vous raconter 2 petites vignettes cliniques parce que moi, elles me paraissent intéressantes sur ce qu'on est capable de faire aussi avec la MDPH, et je bois un peu d'eau. Je suis dans une autre de mes vies, je suis conciliateur à la MDPH. Conciliateur, c'est-à-dire c'est la première voie de recours à la MDPH du Nord, dans cette maison un peu compliquée à gérer et qui se traverse comme ça. Bon, bref. Je prends un jour un dossier, évidemment, on me refile tous les dossiers de handicap psychique, normal, et je reçois un dossier d'un de mes CMP, enfin, je ne suis pas propriétaire des CMP, d'un CMP dans l'hôpital dans lequel je travaille, le PSM, et je connais bien le médecin qui signe le truc, et puis je dis, c'est bizarre, elle demande quelque chose, mais elle ne le demande pas. Ça, c'est bien psy comme analyse. Elle demande un truc, mais elle ne le demande pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle... Pourtant, d'habitude, ce médecin est assez clair. Donc,
En l'occurrence, elle demande pour une dame une AAH pour une dame qui, de toute évidence, quand on regarde le dossier, il y a droit, il n'y a pas de souci. Mais elle a une façon de le demander qui fait qu'on n'a pas envie de donner l'AAH. Et d'ailleurs, l'équipe de la CDAPH n'a pas donné l'AAH. Et donc, il y a une voie de recours parce que la patiente en question, elle se sent un peu lésée, elle fait recours. Donc, j'appelle le médecin-chef. Bon, plus la connaît. Je lui dis, voilà, Didier Mahé, j'interviens sous ma casquette MDPH aujourd'hui. J'ai dit, écoutez, vous avez demandé un truc, mais on a l'impression que vous ne demandez pas. Elle me dit, monsieur Mahé, c'est tout à fait ça. Alors j'ai dit tout à fait ça. Oui, elle me dit, voilà, cette dame qui a 55 ans, tous les matins, elle se lève, elle se lave, elle s'habille, elle prend un petit déjeuner, elle prend son sac, elle sort de chez elle et elle va faire quelques ménages dans la journée. Elle dit bonjour aux voisins, à la dame d'en bas, voilà, elle va chercher son pain, son lait, je sais pas quoi. Peu ou prou, elle gagne 800-850 € avec ses heures de ménage au black, hein, bien entendu, vous imaginez bien, mais elle sort de chez elle. Je dis, moi, quand elle est venue me demander la hache, j'ai répondu parce que c'est un citoyen comme un autre, donc la citoyenneté, elle y a droit. Donc j'ai fait le dossier médical en me disant, mais si on lui donne la hache, cette dame, elle va plus se lever, va plus se laver, va plus s'habiller, puis elle va rester chez elle, et puis c'est foutu. C'est l'hospitalisation à terme. Donc elle dit peut-être que dans quelques temps, la maladie, voilà, l'âge, je sais pas quoi, va faire qu'on va être obligé, mais pour l'instant, on ne le souhaite pas. Donc, voilà, un exemple de la manière qu'ont les psychiatres, qu'ont le soin aujourd'hui, qu'a le soin aujourd'hui de pouvoir travailler. Autre exemple, souvent, et je vois Ensemble Autrement, Monsieur Aïssa, que je salue, voilà, on a dû travailler avec les gens de la MDPH, notamment après les lois de 2005, pour bien travailler la demande. Parce qu'effectivement, vous allez voir, quand vous allez, peut-être certains d'entre vous le font, travailler la demande dans le cadre du handicap, dans la compensation du handicap psychique, souvent, les équipes pluridisciplinaires de la MDPH reçoivent des dossiers où on va demander 2 heures de SAVS par semaine. Alors c'est sûr que vous êtes polyhandicapé, vous demandez un fauteuil électrique, une bagnole qui va avec, un ascenseur ou je ne sais pas quoi. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on arrive dans le cadre de PCH à avoir parfois des moyens. Par contre, si vous demandez 2 heures de SAVS par semaine, la CDAPH ne comprend pas. Elle dit, pour handicapé, 2 heures d'accompagnement hebdo, ça ne sert à rien. Seulement si on met 3 heures, on a affaire à quelqu'un qui est un peu inquiet sur tous les gens qui vont tourner autour de lui, et au bout de 3 heures, la personne, elle n'en peut plus, et là, on risque fort d'avoir une nouvelle décompensation, etc. Donc il a vraiment fallu travailler avec les gens de la CDAPH, de la MDPH, depuis cette loi de 2005, pour faire que les acteurs de la psychiatrie et les acteurs de la compensation du handicap se comprennent bien. Voilà. C'est tout ce travail qui est en train de se faire. Et puis, un autre petit exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une hospitalisation et qu'on en parlait dans la presse, on disait « il a été interné ». Aujourd'hui, tendez l'oreille, moi je l'attends, on ne dit plus ça. Les journalistes disent « il a été hospitalisé ». Et c'est quand même bien mieux. Merci pour vos interventions les uns et les autres. On va revenir sur ces témoignages très bien différenciés, vous voyez. Hein, donc je pense que je vais vous laisser la parole. Peut-être que les commentaires vont venir, les questionnements. Pendant que le micro passe, indiquez-vous hein, si vous voulez prendre la parole. Moi, j'aurais presque envie de démarrer le débat avec cette question peut-être un peu naïve. Est-ce que finalement le terme de handicap psychique permettrait de se confronter d'une autre façon au déni de la maladie ou à des phénomènes qui accompagnent certaines maladies mentales comme l'ambivalence? Est-ce que ça nous permet un cadre de pensée qui permet de voir se confronter, dans l'exemple que vous donniez, Monsieur Mahé, cette ambivalence à la fois ça. Donc il nous faut un cadre pour pouvoir penser à la fois l'un et l'autre. Et de ce que j'entendais, de ce que disaient Monsieur Coubel et Madame Augier aussi, pour pouvoir se confronter à une réalité, même si elle est douloureuse, mais faire face et accepter l'autre. Et pour ça aussi, il nous fallait un cadre de pensée qui permet de se distancier, de retrouver un cadre social pour pouvoir le faire et donc se dépareiller un petit peu de la logique du déni qui englobe les maladies mentales quand elles sont du registre de la psychose. Oui, tout à fait. Moi j'aime définir toutes les pathologies mentales
D'ailleurs, je ne suis pas médecin, donc, puis je suis responsable des travailleurs sociaux, donc j'essaye de leur tenir un langage de travailleur social en disant que toutes ces maladies peuvent se définir de la manière suivante, c'est la rupture du lien à soi, à l'autre et à l'environnement. Puis finalement, quand on a dit ça, on voit bien de quoi on cause. Effectivement, que ces gens... vous savez, la folie, c'est sans doute le mot dans la langue française, avec l'argent, qui a le plus d'autres mots. On dit on est dingue, on est cinglé, on est taré, on est barré, on est à l'est, à l'ouest, on peut dire, et puis il y en a d'autres. Hein. On peut faire le tour de la salle, on va en trouver. Et l'argent, c'est pareil. Donc effectivement, je pense que ces gens, moi j'en rencontre tous les jours des handicapés psychiques, enfin des gens qui ont des troubles psychiques, parce qu'ils ne sont pas forcément handicapés d'ailleurs, ils ont un problème psychique, ils ont une différence, et ces gens sont tout à fait rassurés qu'ils puissent entrer, alors dans un moule non, mais dans un cadre, oui, qu'il puisse y avoir des références à ce qu'ils ont, à ce qu'ils sont. On a une grippe, on a une grippe. Par contre, on a un handicap psychique, c'est un peu plus difficile à définir. Voilà. Oui, moi je vais donner un exemple justement parce que très souvent, lorsque une famille vient nous voir avec une personne handicapée psychique qui n'a pas encore été reconnue handicapée psychique, je vais dire avec un enfant qui présente des difficultés, des troubles psychiques, il arrive encore fréquemment que le psychiatre qui reçoit la personne en situation de souffrance psychique refuse justement de faire un dossier MDPH sous prétexte que on va le stigmatiser, on va le faire entrer dans la maladie. Peut-être il n'y est pas encore tout à fait. Si on fait ça, on le fait rentrer dans la maladie. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est mon point de vue. Je le dis bien, hein, c'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord. On a un cancer, on sait de quoi on souffre et on sait contre quoi on se bat. Eh bien, on est schizophrène. Il est important pour que la personne elle-même puisse prendre son traitement pour justement amoindrir les effets indésirables de sa maladie. Il est important qu'elle sache de quelle maladie elle souffre. Comment voulez-vous faire prendre un traitement à quelqu'un si vous lui dites « Ah ben oui, mais tu es malade, mais je ne sais pas trop ce que c'est comme maladie, mais tiens, prends ça et puis ça ira mieux. » Moi, je ne sais pas, on me dirait ça, je ne prends pas le traitement. Je dirais « Je veux savoir de quoi je souffre, je veux savoir à quoi sert mon traitement, je veux savoir comment je vais pouvoir améliorer ma vie en prenant ce traitement. » Donc c'est important, justement, de savoir que, ben oui... il y a des gens qui sont en fauteuil, ils sont handicapés physiques. Puis il y a des gens qui ont d'autres difficultés. Ils sont déficients intellectuels, ils sont handicapés psychiques. Il y en a d'autres qui sont sourds. Mais c'est tout. On le sait, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on fasse avec. Donc il faut qu'on sache de quoi on souffre. J'ai bien dit que c'était mon point de vue. Pour ma part, c'est vrai que je vais dans le sens de Mme Augier. Le problème, c'est que, comme c'est un handicap invisible, on est malade et en même temps, on a honte. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que, tout le monde essaie de mettre une chape de plomb là, sur ces problèmes. On ne veut pas en parler. Alors, nous, on fait des groupes de parole entre patients. On tient vraiment à ce que... C'est assez important que les patients puissent faire un échange d'expérience. Et très souvent, c'est vrai que le travail... Moi, je suis en invalidité, mais j'ai 56 ans, donc c'est tout ma carrière derrière moi. Mes sœurs étaient instites à 55 ans, elles ont eu leur retraite. Donc, je me dis que, finalement, ça va. J'ai réussi à faire une carrière. Mais c'est vrai que les jeunes, souvent dans les groupes de parole, essayent de se raccrocher à l'emploi. Et c'est vrai que c'est important. Et la reconnaissance de handicap psychique permet quand même d'avoir un suivi et quelques avantages au niveau du travail, ne serait-ce que la place qu'on peut avoir dans les places, vous savez, spécifiquement réservées dans les entreprises. Donc ça peut aider, et, évidemment, quand on n'est plus dans le déni de la maladie et quand on se dit maintenant on va avancer, quoi. Alors, l'origine des pères aidants, ça se passe au Canada. Effectivement, ils ont beaucoup d'avance par rapport à nous.
les associations sont beaucoup plus développées. Le principe, c'est que il y a un savoir expérientiel, c'est-à-dire que le malade est tout à fait capable d'aider les autres parce qu'il a la connaissance de sa maladie. Oui, à condition qu'il ne soit pas dans le déni, mais généralement, quand il en est à vouloir aider les autres, c'est que il a déjà vécu sa maladie et que le déni est déjà loin. Donc au Canada, ça se fait très couramment. Les patients, il y a eu des problèmes psychiques, vont dans les hôpitaux pour faire voir leur version des choses. C'est vrai qu'il y avait Luc Vigneault, qui est un père aidant canadien, qui disait que quand il arrivait à l'hôpital psychiatrique, on lui mettait tout de suite une tunique bleue. Il était à poil en dessous et il se disait, écoutez, on va faire l'expérience, on va mettre le médecin avec une blouse bleue, quels vont être ses sentiments, quoi, comment va-t-il réagir? Donc c'est essayer de faire en sorte de faire comprendre à l'équipe médicale, ce qui n'est pas du tout facile en France, comment le malade aimerait qu'on réagisse, quoi. Et peut-être lui parler un peu plus, être peut-être dans l'écoute complémentaire. Et donc, voilà, les pères aidants, ça commence à venir en France. Il y a une trentaine de pères aidants environ, sur toute la France. Espérons que ça se développe, parce que c'est une expérience assez intéressante. Pour information, dans le champ de l'exclusion sociale, on commence aussi à parler de père aidance aussi. Et pour avoir rencontré les personnes qui représentent le collectif des SDF, eux aimeraient bien que cette formation de père aidance s'étende à un autre domaine que celui de la santé mentale. Et là, on est peut-être ce dont on parlait ce matin aussi, peut-être dans une autre participation des personnes concernées, c'est-à-dire celle qui consiste à leur reconnaître un savoir propre et donc une participation authentique, que ce soit à l'acte de formation ou à d'autres choses. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Planck. Oui, Laurent Planck, je suis sociologue à la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Alors, au moment de la création du concept de handicap psychique, on a eu une opposition extrêmement virulente de la part de la profession psychiatrique, qui est allée jusqu'au recours au Conseil d'État pour dénonçant notamment le fixisme, l'installation à vie d'un sujet dans sa situation de handicap, et donc le renoncement à l'idée de guérison. Bon, alors c'est une position qui était par exemple d'un certain corporatisme, mais pour autant, est-ce que c'est pas une remarque qu'on doit garder à l'esprit que effectivement transformer le regard et adopter celui du handicap psychique, ça installe la personne à vie. Si on fait par exemple le parallèle avec ces personnes qui ont un cancer et qui nous entourent, on sait bien qu'il y a des périodes de rémission extrêmement lentes et qu'il serait absolument absurde de ne voir son frère, sa sœur, son proche que sous le statut de malade cancéreux. Alors oui à la compensation, mais est-ce que finalement on ne projette pas sur l'ensemble des gens troublés l'image de ces personnes qui ont une maladie chronique qui durera toute la vie, alors que bon nombre de troubles sont réversibles? Oui, on partage tout à fait, effectivement, mais l'autre jour, je me faisais, pour illustrer ce que vous venez de dire, je me faisais l'idée, on porte la clinique de l'adolescent. Puis finalement, à la clinique de l'ado, souvent, on est très très réticent à accueillir des mômes qui sont en grande souffrance sur le thème. Si on les accueille, on va les estampiller comme si on leur gravait PSM, agglomération lilloise, sur le front, et on n'a pas du tout envie de ça, parce qu'effectivement, on espère bien que ces mômes-là, ils vont aller mieux, et il faut pas. Tout à la fois, vous savez, la hache aujourd'hui, la hache ou la compensation du handicap, elle vous est donnée pour 2 ans.
Ouais, enfin, dans le Pas-de-Calais, peut-être 5. Dans le Nord, c'est 2. Hein, et 2 ans, 2 mois maintenant. Effectivement, rien n'est jamais acquis à ce niveau-là, notamment dans la compensation du handicap. Alors, on sait bien hein, que c'est compliqué, mais tout à la fois, les nombreux collègues psychiatres que je fréquente disent aussi que on est dans des prises en charge extrêmement longues, voire ad vitam, et qu'on accompagne, on améliore la vie des gens, mais la guérison, elle n'y est jamais. Alors, il ne faut pas effectivement, alors, il faut pas faire l'inverse de ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut se déstigmatiser. Il faut pas tamponner le patient. Tout ça est extrêmement compliqué. Et à nous, effectivement, nous tous, d'être vigilants aussi par rapport à ce que vous expliquez bien. Je pense que c'est très important. Je vais donner mon exemple personnel. Au début de la maladie de ma fille, j'étais persuadée que... je vais exagérer en disant on n'arriverait à rien. Je vais exagérer. Mais qu'elle serait malade à vie, qu'elle aurait un traitement lourd à vie, qu'elle aurait besoin d'un accompagnement quasi permanent à vie et qu'elle ne trouverait pas, elle, sa place en tant que personne et qu'il faudrait toujours qu'on soit là pour la stimuler, l'accompagner, etc. Et je m'aperçois au fil du temps, mais là aussi je rejoins mon voisin, c'est long quand même, et vous savez aussi que c'est long. Mais je m'aperçois au fil du temps, au bout de 12 ans, qu'on a passé des étapes et qu'on est arrivé maintenant à une autonomie à laquelle jamais je n'aurais pensé au départ. Jamais. Donc, moi aussi, c'est à moi aussi à véhiculer ce message auprès des familles en disant, bon, attention, oui, c'est vrai, c'est grave, etc. C'est pas facile à vivre, ni pour les personnes en situation de handicap psychique, ni pour leur entourage. Mais on peut progresser, on peut prendre sa place comme tout un chacun. Et quand j'ai vu l'année dernière ma fille prendre un appartement en autonomie et maintenant faire une formation qui va certainement déboucher sur un emploi, je me dis, on a fait un chemin important, ce chemin, il est possible pour tous. Mais il a été possible parce que l'accompagnement qu'on a mis tout autour était important, était étayant et l'a aidé, elle, à faire des choix, à avoir de l'ambition, à se projeter, ce qu'elle n'était pas capable de faire. Donc, penser que c'est terminé pour la vie, qu'on est malade et qu'on n'en sortira pas, moi je suis la première à dire non. À changer d'avis et à dire non parce que je le vis. Et comme je le vis, je voudrais aussi porter ce message-là aux autres. Mais on sait que c'est long. Et c'est vrai qu'au début, quand on dit aux parents, vous savez, ça va être long. Mais c'est déjà tellement long. On a déjà passé tellement de temps. On voudrait que ça se fasse tout de suite. On voudrait que les progrès soient immédiats. Ben non, il faut progresser à petits pas. Mais chaque petit pas en entraîne un autre. Et finalement, on y arrive. Alors, dans nos groupes de parole, c'est vrai que très souvent, par rapport à l'emploi, les personnes essayent d'attendre le maximum. C'est-à-dire, ils veulent absolument tenir bon et se dire, bon, je ne vais pas me faire aider, je vais me débrouiller tout seul. Bon, j'en parle pas à mon patron de mes problèmes. Mais bon, arrivé à un moment, c'est sûr que le stress est un peu trop important. Et bon, ils s'aperçoivent que bon, ils doivent lâcher. Donc, il faut quand même qu'ils comprennent que bon, s'ils sont en invalidité, c'est jamais irréversible. C'est-à-dire, ça les empêchera pas, au bout d'un certain temps, de rebosser. Et si ça tombe, ils rebosseront d'autant mieux que bon, ils auront eu cette période peut-être qui les aura protégés. Donc voilà, c'est vrai que bon, on a toujours beaucoup de mal à se dire bon, allez, on va vers l'invalidité. C'est assez stigmatisant, mais bon, quelque part. On peut toujours se dire que c'est une étape dans sa vie et que peut-être qu'on repartira mieux comme la fille de Mme Augier. Je pense qu'en fait, je suis intimement persuadée que tout le monde a des capacités, quelles qu'elles soient. Il y en a qui ont plus de capacités pour la musique, pour la peinture ou pour autre chose. La grosse difficulté, justement, c'est de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir ces capacités à la personne qui, pour un moment donné, les a en veille. C'est ça le plus difficile.
Et je pense que là, c'est encore une question d'accompagnement, de traitement aussi, parce que le traitement, comme il diminue les symptômes et les aspects négatifs, et les aspects positifs avec les hallucinations, etc., je pense que avec le traitement, la personne se sent mieux et qu'au bout d'un certain temps, avec un accompagnement conséquent, elle est tout à fait capable de découvrir ou de redécouvrir ses capacités. Ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de l'aider à faire ça, quoi, en gros. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire. Donner le traitement, c'est simple. Si la personne veut bien l'accepter, c'est relativement simple. Mais aller jusqu'à lui faire bien prendre conscience qu'elle a des capacités, qu'elle peut les monopoliser, ça, c'est plus difficile. Dernière question ? Non, mais en fait, je suis gentille, hein, j'ai l'air de dire une dernière question comme si je vous censurais qu'après, il n'y en avait pas d'autres, mais il peut y en avoir plusieurs encore. Hein. Eh bien, allez-y. J'en ai une pour vous. Est-ce que cet après-midi, vous avez appris des choses ? Et oui, parce qu'on change de vocabulaire, mais il ne s'agit pas aussi au sortir de l'après-midi de se dire « Ah bah alors d'accord, j'ai tout compris, je ne parlerai plus de maladie mentale, maintenant je parlais de handicap psychique ». Je pense que la qualité des échanges que vous avez eus montre bien que c'est un terme qu'il faut qu'on s'approprie, mais qu'on pense aussi avec ce qu'elle apporte, cette notion comme limite et comme avantage aussi à entendre dans les différents points de vue. Donc effectivement, il y a quelque chose qu'il faut s'approprier et continuer à discuter. Et moi, je m'attendais à une question. J'avais lancé la perche en début, mais elle a pas. C'est vous qui êtes des travailleurs sociaux et la place du travailleur social en psychiatrie. J'aurais aimé qu'on me pose la question. On ne me l'a pas posée. Donc, je n'y répondrai pas. Mais si, vous allez voir, les mains vont se lever et puis la parole va pouvoir se diffuser. Je voudrais juste rappeler, quand vous parliez de Diogène tout à l'heure, vous avez nommé Diogène à l'image de cette personne qui serait envahie dans chez lui, à l'image du sage et un peu fou peut-être grec. Je voulais rappeler aussi la création du dispositif Lazarus, donc déterminé par le rapport d'État Lazarus, qui nommait ça une souffrance qu'on ne peut plus ignorer dans les lieux de la grande exclusion sociale, justement cette souffrance psychique qui s'exposait et qui n'était pas forcément prise en compte par la psychiatrie, et comment la psychiatrie a inventé un dispositif pour aller vers ces personnes et sans forcément les amener vers l'hospitalisation, comme vous l'avez bien dit, mais créer ce qu'on a appelé après la psychiatrie citoyenne. Ambulatoire. Et juste pour faire référence à un auteur qui travaille beaucoup sur cette question, c'est Jean Furtos, quand il nomme la clinique psychosociale, c'est-à-dire le fait que ce sont souvent les travailleurs sociaux qui sont en première ligne face à cette souffrance psychique qui émerge et qui ne s'adresse pas directement forcément auprès des professionnels de la santé mentale. Donc vous, en tant que travailleurs sociaux, vous devriez vous sentir un peu concerné, parce qu'en étant première ligne, qu'est-ce que vous allez faire ? Et vous en emparez aussi de ça. Alors Tartare Thomas, je suis en études d'ergothérapie. J'ai réalisé mon... Je n'ai pas entendu. Je suis étudiant en ergothérapie et j'ai réalisé mon mémoire sur l'insertion professionnelle des schizophrènes. Et dans le cadre de faire valoir ses capacités, de trouver quelque chose de faire valoir ses capacités, dans le cadre du physique, il y a les UROS qui permettent une évaluation, une orientation, une réinsertion sociale et professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui existent dans le cadre de la santé mentale dans ce domaine ? Oui, alors, il existe plusieurs choses, mais nous, au niveau de l'EPSM et au niveau du soin, et je sais que mes collègues d'Armentières, l'EPSM Lille Métropole, font la même chose, nous portons des ateliers thérapeutiques, c'est-à-dire où là, le patient n'est plus un patient, mais un stagiaire, quelque part un apprenant, et on est là pour lui redonner de la dignité et lui redonner une repré-professionnalisation. Vous voyez, je suis très très prudent. Pré-professionnalisation, c'est-à-dire un peu à l'instar de la dame dont je parlais tout à l'heure avec son AH, on est là vraiment pour voir si cette personne va se lever, se laver, s'habiller, si elle va d'abord supporter de travailler sous le regard d'un autre, de
d'avoir un esprit d'atelier, etc., etc. On fait ce genre de choses. Également sur le site de Lomelay, mais ailleurs également, on porte des jardins pédagogiques et thérapeutiques. Et on s'est rendu compte qu'au décours de ce média qui est l'environnement, la nature, le jardinage, etc., on obtient des résultats absolument fabuleux avec des gens qui arrivent à décentrer leurs problématiques et se consacrer sur cette petite plantule qu'ils ont en charge. Et c'est assez extraordinaire. Après, il y a le CLRP, qui n'est pas très loin d'ici, Centre Lillois de réadaptation professionnelle, où il y a des sessions spécialisées. Alors là, il faut une orientation MDPH. Le CLRP qui propose des actions de reprofessionnalisation pour des personnes clairement handicapées psychiques, pour les sortir de là, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et il existe pour plein d'autres choses. Il existe aussi le dispositif ADAPT. Il faut que vous regardiez sur Internet, mais vous trouverez, il y a également l'organisme Messidor. Et le CLRP, il a son pendant dans le Pas-de-Calais avec le centre La Molière, qui est un centre de préorientation à Berck. Et il doit y avoir également le 3e à Valenciennes, il me semble. Il y en a un 3e à Valenciennes, c'est sûr. Mais on n'est pas dans de la formation professionnelle stricto sensu. On est vraiment dans de l'approche à vraiment orienter après vers Pôle emploi, parce qu'après on va dans le dispositif commun. Il faut vraiment aller dans le dispositif citoyen. Bonjour, donc Emmanuelle Wojnarowski, donc effectivement je suis chef de service de l'ESATOR Les Murs de l'ADAPT. Juste un témoignage pour dire qu'effectivement il y a des personnes en situation de handicap psychique. La reconnaissance leur permet d'avoir cette orientation RQTH, orientation ESAT, pour aller vers le milieu ordinaire. Et on va accompagner, donc je pense comme monsieur, pour des personnes qui sont alors stabilisées, donc qui sont souvent passées par des ateliers thérapeutiques et qui ont fait tout un travail et qui arrivent du coup à avoir vraiment une envie, une volonté de rejoindre le milieu ordinaire et de travailler. Et du coup, on va pouvoir les accompagner à aller vers l'entreprise, à aller vers le milieu ordinaire, quel qu'il soit, en tenant compte de leur potentiel. Et donc de demander, en tout cas de faire en sorte que les entreprises adaptent le poste à la situation du handicap. C'est là où on va voir peut-être tout l'intérêt d'avoir cette reconnaissance et que l'employeur puisse prendre en compte les difficultés de la personne. Après, dans le fonctionnement de l'ESAT, de l'ADAPT, nous, on n'est pas non plus des soignants, on ne sait pas faire. Donc on travaille en partenariat avec les CMP qui, eux, assurent le soin. Et on va vraiment accompagner la personne en partant de ses difficultés, de ce qu'elle exprime, en quoi il va falloir adapter le poste. Ça peut être des problèmes de mémoire, des problèmes de stress, des problèmes de relationnel, et on va les accompagner par là. Des problèmes de temps de travail. De temps de travail, voilà. On est sur du temps partiel, excusez-moi, je ne pensais pas le signaler, mais c'est très important. Et donc, je voulais témoigner juste pour dire que ça fonctionne. On accompagne des personnes un certain temps, très variable d'une personne à l'autre, en fonction de sa situation. Mais l'idée, c'est bien d'être un tremplin et qu'elles aillent vers le milieu ordinaire, qu'elles signent leur CDI, puis qu'elles s'envolent, comme votre fille, madame. Oui, bonjour, je suis Sophie Eckmayer, je suis coordinatrice assistante sociale pour la plateforme Santé Eolis à Falampin. Et je me permettais d'intervenir parce que moi, en tant que professionnelle, il m'arrive souvent d'être confrontée à des patients qui sont en situation, donc qui souffrent de handicap psychique et qui rencontrent aussi des problématiques de prise en charge liées au vieillissement, tout simplement de la personne qui souffre d'un handicap psychique, sachant que la famille du patient n'est plus en capacité de le prendre en charge du fait qu'eux-mêmes vieillissent. Et là, je voulais voir avec peut-être Monsieur Mahé si il y avait quand même, parce que nous, on est en difficulté pour trouver justement des établissements, des structures adaptées aux personnes de plus de 60 ans en situation de handicap psychique. À part moi, pour les miracles, on repasse la semaine prochaine, si vous voulez bien. Alors effectivement, voilà. Non, mais c'était. On connaît bien le problème. Hein. Ouais, on connaît très très bien le problème. Effectivement, le développement du médico-social n'est pas encore abouti, si je puis dire. Même s'il y a un tas d'EHPAD aujourd'hui qui s'orientent vers la prise en charge du handicap.
physique, psychique, ça reste très, très, très compliqué. Alors, par exemple, le travail que nous, on a été amené à faire. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé il y a 12 ans à l'EPSM, on déposait gentiment des patients dans les maisons de retraite de Lille, et puis on partait en courant en se disant s'il y a un problème, on ne revient surtout pas. Alors on l'a fait une fois ou deux. Je me rappelle, le médecin-chef du 59G24 s'arrachait les cheveux parce que, effectivement, au bout de 3 fois, on ne trouvait plus rien. On s'est dit à un moment donné, il faudrait peut-être travailler autrement. Donc aujourd'hui, on a passé avec bon nombre de maisons de retraite des conventions, hein, tout simplement, en disant. Voilà, quand on oriente un patient qui est suivi par des handicaps psychiques, c'est pas parce qu'il a un handicap, enfin un trouble psychique, que la psychiatrie est dessaisie de cette personne. C'est pas parce qu'elle est orientée vers une structure de type médico-social, personne âgée, dépendante ou pas d'ailleurs, que la psychiatrie est dessaisie. Et on fait des visites à domicile. À la limite, il faut réhospitaliser, mais il y a vraiment un travail de partenariat et de conventionnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes collègues assistants de services sociaux des services de psychiatrie adulte ne me font plus trop part de grandes difficultés à trouver des lieux d'accueil pour des personnes âgées. Mais ça reste quelque chose de très compliqué. Quand on sait en plus de ça qu'arrivé à un certain âge, les troubles liés au vieillissement de la personne se télescopent avec d'autres troubles. Et là, après, neuro, pas neuro, psy, pas psy... Là, ça c'est les médecins, c'est pas Madame Trine. Hein. Où on redécouvre la nécessité de l'articulation entre le sanitaire et le social. Et Marcel Gégère a déjà travaillé là-dessus depuis longtemps. Une dernière intervention et après on laissera la parole à Paul Morin. Oui, je suis Patricia Verfailly, je suis assistante sociale avec un certain nombre d'années d'expérience professionnelle maintenant. Et au long de ces années, donc, j'ai quand même été amenée à rencontrer des enfants qui avaient des parents atteints de maladies ou de handicap psychique. Et là, on n'en a pas parlé du tout, mais ces personnes sont aussi des parents. Et donc, je me souviens, il y a quelques années, il y a eu un congrès de l'Association nationale des placements familiaux qui parlait des parents donc, atteints de maladies psychiatriques. Enfin, bon, là, le thème était assez vaste, mais il s'agissait donc d'enfants placés, protégés par la protection de l'enfance, par une mesure judiciaire. Et je trouve que ça serait intéressant peut-être d'organiser une journée, parce que je pense que c'est un champ vraiment important, mais d'organiser une autre journée sur l'accompagnement des enfants et des parents, voilà, et comment on peut aussi aider par des groupes de parole, par un tas de choses certainement, éviter éventuellement le placement, quoi. Enfin, on sera amené à en reparler, mais je voudrais faire référence à la journée du 28 janvier 2016, ici, où on a traité justement de l'articulation entre psychiatrie adulte et protection de l'enfance. Et c'est une journée qui avait eu lieu ici, avec des échanges, notamment M. Gégère était là, le professeur Roland, Mme Van Leven. Enfin, vous pourrez trouver sur le site, en tout cas, l'enregistrement de cette conférence. Et effectivement, c'est un chantier à continuer à travailler et à œuvrer, oui, effectivement, oui. Merci à vous tous. Pascaline, j'ai juste une dernière question, si tu me permets. Ça y est, le débat s'anime maintenant. Monsieur Morin, merci d'être venu de Sherbrooke pour rien. Merci. Alors bonjour à tous. Alors c'est peut-être pas une question, mais une légère transmission effectivement et un partage effectivement d'expérience. Bon, Jean-Marc Watteau, je suis un psychologue multicarte, malheureusement retraité précocement à cause d'un problème de santé important. Bon, pour moi, c'est pas la santé mentale, c'est un cancer qui m'a fait m'arrêter effectivement brutalement après 35 ans de carrière, plaisir. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec des gens handicapés mentaux, sur des temps partiels, multiples également aussi. Et quand j'ai fait mon récapitulatif de carrière, je me suis quelquefois aperçu que j'avais 2 temps pleins, plus 3 jours de libéral. Mais ça, faut pas le dire. Hein, c'était dans les années 70 à 2000. Bon, on pouvait beaucoup, effectivement, avoir un travail à l'américaine. Le job était à faire, on faisait le job. Et ensuite, on partait. Et on allait sur d'autres cieux. Alors, la loi de 2005, bon, je la connais, j'en fais pas une publicité effectivement particulière parce que je connais plein de gens qui, avec des troubles effectivement psychiques, des troubles mentaux effectivement importants, étaient passés déjà dès les années 70 par l'ancienne Coterep et avaient eu effectivement les compensations tout à fait normales liées aux conséquences de leur pathologie et aux désavantages qu'ils pouvaient effectivement subir.
quand je rappelle quelques éléments effectivement de classification sur le champ du handicap mental, je rappelle que certaines classifications que j'appelle un peu, pour l'instant, dinosauriennes, pour ne pas dire préhistoriques, qualifiées de débiles, d'imbéciles ou d'idiots, et ça faisait partie effectivement des termes de psychologie et des bouquins de psychiatrie, effectivement, bon, peut-être avant les années effectivement 70. Maintenant, on parle de retard intellectuel qui est un concept beaucoup plus soft, beaucoup plus light, beaucoup plus respectueux effectivement des personnes. Et c'est peut-être pas effectivement un mal. Donc parler de handicap psychique plutôt que de pathologie effectivement mentale, ça va également aussi sociologiquement vers cette évolution. Et reconnaissance effectivement d'une citoyenneté, bon, un petit peu particulière, pas facile effectivement à assumer, avec de grosses difficultés, un long chemin de Damas, et pour certains, toute la vie effectivement durante. Un des problèmes majeurs que j'ai pu effectivement rencontrer a été effectivement la difficulté au niveau du corps médical, des neuropsys, des psychiatres, des psychanalystes et autres également aussi, quant à poser correctement et à savoir poser correctement un diagnostic. Il m'est arrivé dans un établissement sur lequel je suis resté effectivement à temps partiel pendant effectivement 35 ans, de rencontrer un enfant pour lesquels des consultations spécialisées et les médecins concernés n'étaient pas du tout à remettre en question également aussi, mais nous sortaient 5 diagnostics différents sur le même enfant. Heureusement que nous nous interrogions, que nous travaillions par rapport à des hypothèses effectivement de travail, parce que par quel bout aider, prendre, prise en charge, accompagner effectivement les gens. Souvent j'ai l'habitude, et je ne sais pas si je me trompe ou pas, de dire que uniquement à peu près, c'est un chiffre qui n'a pas de valeur véritable, une trentaine de % s'approchent le plus possible des tableaux cliniques, des différentes classifications, qu'elles soient françaises, qu'elles soient internationales, qu'elles soient américaines. 70 autres % des personnes sont très difficiles effectivement à positionner. On peut davantage parler de troubles, mais les troubles, bon, comment véritablement effectivement les définir? Vous avez des gens qui sont sur le champ effectivement névrotique, mais aussi avec des éléments hallucinatoires. Tenterait effectivement de manger à 2 types effectivement de choses qui peuvent être tout aussi effectivement perturbantes, mais sur lesquelles on n'a pas toujours effectivement un accès direct. Je venais juste effectivement à une rapide effectivement conclusion. C'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Les connaissances médicales, les prises en charge effectivement continuent effectivement à avancer. La reconnaissance effectivement sociale et qui ne sont pas uniquement européennes, françaises, mais également aussi mondiales, vont vers l'accompagnement des personnes, quel que soit effectivement le type effectivement du handicap. Et ça, je pense que c'est un gros progrès qu'on a pu faire depuis, allez, on va dire effectivement une petite quarantaine d'années. Merci pour votre intervention.